voir comment on fait de la prévention des conflits, de la médiation, comment ça marche. Voilà. Et on va aller sur 3 territoires en 20 minutes. Donc ça fait à peu près 6 minutes 30 pour chacun des territoires. On va d'abord en Chautagne. La Chautagne, c'est au nord du lac du Bourget, en Savoie. On y va avec Johan Bressan et Pascal Combas-Deville de l'ONF. Ensuite, on va dans les Vosges avec Stéphanie Guiguitan de l'OFB qui nous expliquera comment on fait de la promotion immobilière, c'est-à-dire comment on installe des terriers pour le castor, pour lui fournir un logement alternatif. Et puis ensuite, on va en Lorraine avec le groupe d'études des mammifères de Lorraine avec Stéphanie Gobert. Tout ça en 20 minutes. Good luck. À l'aise. Donc rebonjour à tous. Moi je vais vous présenter un cas particulier en Chautagne, donc en Savoie. Alors j'excuse, c'était ma collègue normalement Isabelle Lozinger-Chabot qui devait faire la présentation, mais elle avait un empêchement, du coup je prends le relais. Et donc la présentation a été faite en partenariat avec l'ONF. Donc pour vous planter un peu le décor. La Chautagne, donc c'est un ancien marais, des anciens marais qui sont situés dans la plaine alluviale du Rhône, donc au nord du lac du Bourget. On a environ donc 3000 hectares de boisés, dont un tiers en populiculture. Et c'est la plus grande peuplerée domaniale de France. Donc voilà, il y a 60% de la forêt qui est en domaniale. Et il y a tout un réseau de drainage, vous le voyez là sur la photo aérienne et on voit bien ici, un réseau de drainage qui est vraiment très dense avec des canaux tous les 30 à 40 mètres à peu près qui ont été tracés. Donc c'est une porte d'entrée idéale pour le castor et un milieu, vous voyez, de l'eau, des peupliers, le castor il aime bien. Donc voilà, il s'est installé dès les premières observations, c'était au début des années 80. Fin des années 80, il a commencé à avoir les premiers cas de dommages sur les populicultures. Ce qui a entraîné essayer de mettre en place des mesures avec des déplacements de castors. Donc on a 23 castors qui ont été déplacés dans les années 90, donc qui ont abondé à des programmes de réintroduction ailleurs. Et en parallèle, parce qu'il y a deux arrivées principales d'eau dans le marais et des systèmes anti-remontées qui avaient été mis en place sur ces deux cours d'eau. Donc en 1987, quelques années après, en fait, ils ont dû les mettre hors service pour des problèmes de sécurité publique, en fait. Donc en fait, les mêmes causes provoquant les mêmes conséquences. Le castor est revenu et 15 ans après, le castor était revenu à peu près dans les mêmes densités et rebelote, des dommages assez compliqués à gérer. Donc en 2010-2011, l'ONF a piloté une étude pour dresser un état des lieux un peu objectif et complet de la situation. Et ils ont estimé que depuis le début, les dommages, ça s'élevait à peu près à un peu moins de 200 000 euros de perte de production. Ils ont aussi identifié la présence les indices de présence du castor, les gîtes, les barrages. C'est largement sous-estimé parce que vous voyez le réseau de drainage. Là, c'est tout ce qu'on voit en bleu, c'est pas des surfaces, c'est les canaux. Donc à prospecter, c'est assez compliqué. Donc c'est certainement sous-estimé. Et donc la présence du castor était essentiellement concentrée dans la partie nord avec une colonisation vers le sud. Non, c'est sur l'ensemble. Depuis le début, depuis les premiers dommages des années 90. C'est sur l'ensemble de la période. Donc tout ça, il y a dans cet état des lieux, du coup, l'ONF a proposé des pistes pour essayer de résoudre, on va dire, un peu la situation, avec 3 grandes pistes qui sont passées, qui ont été validées par le CNPN. Donc, la première, c'était recommencer ce qui avait été fait dans les années 90, c'est-à-dire de transloquer les individus
Alors je vous dis tout de suite, ça a été abandonné comme action. Mieux protéger les plans et les ouvrages avec des manchons, des palissades, c'est classique. Et puis surtout modifier l'habitat. Et ça passait par une modification des pratiques sylvicoles en forêt domaniale. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été mis en place avec un changement d'affectation des parcelles, une diminution de la proportion de peupliers au profit d'autres essences, de bois énergie ou de feuillus plus précieux, et une centaine d'hectares environ déclassés hors sylviculture, donc laissés en libre évolution. Certains drains ont été rebouchés dans les zones fortement impactées pour dédensifier les réseaux de drainage et d'arrivée du castor. Une implantation de végétation en bordure de part et d'autre des canaux, ce qu'on a déjà pu évoquer dans d'autres cas. Des andins qui ont été déposés le long des drains aussi pour créer un obstacle physique à l'entrée du castor sur les parcelles. Et tout ça, ça a été financé par l'ONF sur son territoire. Donc tout ça pour arriver en 2021. Alors on a quand même assez peu de suivi réel de l'efficacité concrète de chaque mesure. Il n'y a pas eu vraiment de suivi fin de chaque mesure qui a été mise en place. On n'a pas non plus un suivi exhaustif de la population de castor. Vous avez vu encore, c'est impossible à faire sur l'ensemble du territoire, sur les 3000 hectares. On sait que les castors sont toujours présents en Chautagne. Et par contre, on n'a plus trop de constats de dommages. Donc à Aquacédu, c'est un peu difficile de le savoir sans le suivi fin des opérations. Parce que c'est une meilleure acceptabilité par les forestiers. Une efficacité des changements de pratique, on peut l'espérer. Et puis, ou d'autres raisons, ça c'est à creuser. Donc dans les pistes là, à venir, c'est qu'on va essayer de mettre en place un formulaire de constat un peu spécifique sur les peupliers, un formulaire simplifié, c'est des travaux qui sont en cours avec le Conseil national du peuplier. Faire une enquête, relancer un peu les propriétaires, notamment là plutôt les propriétaires privés, pour qu'ils fassent remonter s'ils ont encore des dommages ou pas, pour qu'on ait un état des lieux, un suivi un peu plus fin. Et l'idée, ce serait de refaire un peu la même étude qui avait été faite en 2010-2011, une étude exhaustive 10 ans après, pour voir où on en est vraiment finement dans les parcelles. Et voilà, vous aurez les contacts des référentes. Bonjour à tous, donc Stéphanie Guiguitan, je suis agent au service départemental de l'OFB avant ONCFS des Vosges et correspondante castor depuis 2011. Donc je vais vous parler d'un retour d'expérience sur la mise en place de terriers artificiels de castor, donc sur le canal des Vosges, géré par VNF, voilà, dans le cadre de mesures compensatoires. Donc il y a eu une collaboration de VNF, du GML, de l'OFB et puis bien sûr de l'ADREAL pour ce qui est de l'instruction du dossier. Donc pourquoi détruire des gîtes de castor sur le canal des Vosges ? Comme vous pouvez le voir, mince, c'est pas ça. C'est l'autre. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un gîte qui a été construit sur une digue qui est en remblai, c'est-à-dire que c'est un gros tas de terre. Donc forcément, avec le temps, il y a eu un effondrement de la moitié du gîte. Et puis des risques il y avait des débuts de fuite sur le talus et donc des risques pour la population qui se trouve dans un petit village qui est juste en dessous. Donc ce qui a justifié cette demande de dérogation pour détruire le gîte. Deuxième cas, même configuration, donc le gîte se trouve là. Donc également sur une digue en configuration remblai. Donc avec également des débuts de fuite, parce qu'il y avait des évents qui étaient déjà de l'autre côté du talus. Donc, et puis le risque était bien réel parce qu'au bout de 6 mois, donc avant que la dérogation soit obtenue, le gîte a commencé à s'effondrer. Donc c'est ce qu'on voit là. Et le problème, c'est qu'en plus, là, il y avait la route utilisée par VNF. Et puis c'est également une voie verte. Voilà. Donc voilà ce que ça donne ici. Donc il y a une chambre de castor qui était juste sous le macadam.
Ouais, c'est un canal qui est créé. Ouais, ouais. Donc voilà, dans le premier cas, voilà le premier profil un petit peu des gîtes artificiels qui ont été aménagés. Donc en fait, c'est tout simple, hein, c'est une buse béton d'1 mètre de diamètre. Voilà. Surtout, ce qu'on avait pensé, c'est à faire une aération en Y. Donc ça, c'était à la demande du GML pour pouvoir installer un piégeage photographique. Voilà. Mais sinon, bon, bah, voilà, on avait repris un couloir de 40 cm de large et puis une entrée 40 cm sous la ligne d'eau. Donc dans les faits, ça se passe en 2 étapes parce qu'en fait, ces travaux-là, c'était à l'occasion d'une réfection de la berge sur 300 mètres. Donc c'est en 2 étapes. On préserve la zone des gîtes. Voilà. On n'intervient pas dans la première étape sur la zone des gîtes. Donc on délimite voilà, la limite d'intervention. Donc il y a eu une restauration de la berge jusqu'à cette limite. Lors de la restauration de la berge, donc, il y a eu l'implantation des gîtes. Donc il y en a eu 2 hein, qui ont été mis en place. Donc voilà ce que ça donne. C'est en même temps que le remodelage de la berge. Hein, donc après voilà, on a découpé l'entrée, on a creusé le couloir. Et voilà, en même temps que les travaux, donc il y a eu après recouvrement du couloir. Voilà. Donc toute cette phase de travaux, ça posait aucun problème au castor. Il continuait à aller derrière, s'alimenter derrière. Donc il montait sur les enrochements. Donc on lui avait même prévu logiquement des couloirs artificiels pour pouvoir franchir ces enrochements, mais il ne les a jamais utilisés. Il montait directement sur les enrochements sans problème. Voilà. Tous les jours, là, il y avait des engins qui passaient, mais lui, la nuit, le castor, voilà, il passe au milieu. Hein, voilà, ça ne le gênait pas qu'il y ait des travaux sur son territoire. Donc, une fois la mise en place du terrier, bah, ça donne ça. Voilà, on avait donc un couvercle qui était tout simplement un tampon. Hein, voilà. Donc, un couvercle hermétique, voilà, un couloir qui était recouvert. Et, bon, notre souci tout de suite, hein, on s'est aperçu qu'on avait peut-être mis l'entrée pas assez bas, qui n'était pas immergée une fois le dispositif mis en place. Voilà. Donc suite à ça, bah, voilà, là c'est un passage artificiel. Voilà, on lui avait mis quelques pommes, un petit peu de saule, voilà. Même voilà, on a mis quelques pommes aussi dans les terriers et essayer de l'attirer. Voilà. Et une fois que tout ça est terminé, ben, on n'est plus intervenu sur la zone là et puis on a attendu d'avoir la dérogation. L'arrêté préfectoral de dérogation pour intervenir sur la deuxième partie, donc là où se trouvaient tous les gîtes, dans le gîte principal. Donc tout ça s'est fait en une seule journée. Donc on était, voilà, c'était en accord avec le conducteur du tractopelle. Donc il décaissait, on repérait tous les évents. On commence à décaisser au niveau donc la partie la plus éloignée de la berge. On vérifiait à l'aide d'une lampe chaque chambre, et puis après, voilà, pour pouvoir permettre aux animaux éventuels de pouvoir s'enfuir jusqu'au canal. Voilà. Donc par hasard, on a trouvé un castor qui était mort depuis longtemps, hein, qui apparemment, la berge s'était écroulée sur lui, donc un jeune castor, on l'a retrouvé dans un endroit qu'on n'avait pas identifié comme étant un gîte d'ailleurs. Donc on arrivait le même jour sur le gîte principal. Donc ça a été très rapide. Hein, voilà. En quelques minutes, voilà, on a vérifié petit à petit toutes les chambres, tous les couloirs. Et puis les animaux étaient partis le matin même avant qu'on intervienne. Pourtant, on avait laissé des gens en observation, mais personne ne les avait jamais vus sortir. Par contre, on s'était aperçu que quand même, le béton était à ciel ouvert et que les hivers sont froids dans les Vosges. Donc, on a tout de suite, par contre, ajouté de la terre au-dessus des gîtes pour des raisons thermiques. Et puis, il a fallu aussi intervenir pour pouvoir drainer l'eau du chantier. Voilà, il y avait un fossé qui était plus trop en connexion, donc une rigole a été faite et puis là, voilà, un fossé a été recréé pour éviter que le terrier qui soit là soit sous l'eau. Donc 6 ans après, la situation n'a pas changé. Hein. Depuis le départ, là c'est le premier site, il y a 2 gîtes qui ont été mis en place, 2 gîtes artificiels. Les 2 ont été fréquentés, les 2 ont de la litière, hein, voilà le deuxième.
Le castor vient, il grignote un petit peu, mais en fait, il ne s'est jamais installé. Par contre, il s'est installé 100 mètres à côté. Il a fait un beau terrier-hutte dès l'hiver suivant. Juste à côté de la fin des travaux, voilà, il s'est installé. Il n'avait pas compris qu'on avait fait tout ça pour lui, quoi. Donc la conclusion, c'est difficile de savoir pourquoi ça n'a pas marché. On avait quand même quelques pistes. Hein. C'est sûr qu'on a toujours eu ce problème de l'entrée des gîtes. Bon, après, il y a d'autres contextes. C'est un bief de partage qui fait 18 km. Il y a beaucoup de fuites. Et avec la sécheresse, etc., c'est assez rarement en plein bord. Et donc, les entrées, c'est sûr, des terriers artificiels sont rarement sous l'eau. Donc, ça, on avait identifié. Ce qu'on est sûr, c'est que le castor, vous avez vu, hein, il fréquentait la zone de travaux jusqu'à ce qu'on lui démantèle son gîte. Et le jour où on est intervenu un peu fort, le lendemain, il n'y avait plus d'indices, quoi, pendant un bon petit moment. Donc ça, on est sûr qu'il y a eu un dérangement quand même fort le jour des travaux. Voilà. Et puis aussi, je pense qu'on avait mal évalué la modification de la berge. Hein, comme on voit là, ça c'était avant et ça c'est après, quoi. Alors, dans le deuxième cas, donc cette fois-ci, on a fait différemment, c'est-à-dire pas de couvercle hermétique, on a mis des branches et puis on a essayé vraiment d'abaisser au maximum à 120 cm. Donc ça donne ça. Si je voulais revenir. Bon, par contre, il y a eu quand même des choses de fait en plus, notamment à la phase étude. Donc il y a eu des recherches d'autres espèces protégées. En mesure d'évitement, on a demandé à la pose de bâtard d'eau au moment des travaux pour détruire le gîte, afin que le gîte artificiel reste en eau, donc qui reste favorable à l'espèce. Voilà. Et on a une programmation des travaux anticipés à l'automne plutôt qu'en hiver, et une plantation de boutures pour pallier à la modification de l'habitat. Voilà. Et puis pour finir, donc c'était pour expliquer, dans le deuxième cas, ça avait par contre fonctionné cette fois-ci, un peu par coup de chance, parce qu'en fait le terrier qui se trouve là, donc on a été obligé, vous vous rappelez, hein, il y a eu un effondrement, donc on était de toute façon intervenu partiellement sur le gîte, il avait accès plus qu'à ça. Et le canal a retrouvé son niveau naturel, enfin normal, et du coup son gîte s'est retrouvé inondé. Il a été obligé d'aller s'installer dans le gîte artificiel qu'on lui avait fait en face, à 50 mètres. Donc dans ce cas-là, voilà. Deuxième fois, ça a fonctionné. Voilà. Voilà. Merci. Donc, moi, je suis Tiffany Gobert, donc je travaille au groupe d'études des mammifères de Lorraine. Donc, je vais vous présenter un cas qu'on a eu dans les Vosges, pardon. Donc sur la commune de Dommartin-les-Valois et plus précisément sur le ruisseau du Cany, pardon. Donc la problématique identifiée, en fait, c'était des coupes sur des peupliers. Donc une peuplerie qui est gérée par l'ONF, mais dont les ressources reviennent à la commune et dont c'est les seules ressources en fait que la commune avait. Donc elle avait quand même à cœur cette peuplerie et ainsi que l'ONF. Donc, on a été appelé pour intervenir et discuter entre acteurs, justement, des solutions qui pouvaient être mises en place. Donc, l'intervention, elle s'est faite dans le cadre du PRA Castor, donc, que vous a présenté ce matin Éric Touvenot et Marie-Laure, et sous l'action expérimentation de nouveaux outils. Donc, le but, c'était pas juste de protéger les peupliers, mais c'était aussi essayer de tester différents types de protection et voir qu'est-ce qui serait le plus adéquat en fonction de la situation. Donc, les financeurs, c'était l'Adréal Grand Est et l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Voilà. Et en partenaire, on a travaillé avec l'OFB et l'ONF. Donc, juste pour vous situer, même si ça ne vous parle peut-être pas trop, où est situé le ruisseau du Cany. Donc, c'est un affluent du Madon, qui est lui-même un affluent de la Moselle. Donc, c'est vraiment un petit ruisseau qui ne paye pas de mine, qui n'est pas profond, qui n'est pas large non plus, mais où le castor s'en est bien accommodé. Donc, ça, c'est la carte de répartition du castor en Lorraine, donc, qui vous a déjà été montrée ce matin, mais au niveau Grand Est. Donc, comment ça s'est passé ? On a d'abord rencontré les acteurs. Donc, en fait, c'est le maire qui était très moteur aussi dans cette action. Donc, il nous a contactés avec l'OFB, l'ONF, les syndicats de rivière, la DDT, pour discuter tous ensemble et voir un peu les attentes et qu'est-ce qui serait possible de faire. Donc l'objectif, c'était bien la protection des peupliers dans un cadre un peu plus expérimental. Et le problème sur le ruisseau, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources alimentaires pour les castors. Donc c'était principalement les peupliers. Donc si on leur enlevait les peupliers, on s'est dit ce serait cool quand même de leur redonner à manger et donc de faire comme un garde-manger
donc avec des boutures de saules qui seraient à destination de leurs dents. Donc après un état des lieux sur leur présence donc, sur le cours d'eau, donc ici, donc là, ce que vous voyez sur la carte sont les indices de présence qu'on avait relevés au début, donc l'année où on a été contacté par la mairie. Donc vous voyez aussi qu'il y a une succession de barrages sur le secteur qui a amené d'autres problèmes, pas du tout liés aux peupliers aussi par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc 2 zones de gîtes, dont une zone principale qui est occupée apparemment toute l'année. On n'a pas détecté d'autres gîtes, et l'autre gîte a plutôt l'air d'être occupé par les ragondins. Voilà. Et donc la zone de peuplier, c'est ici, donc ce que je vais vous présenter. Donc si on zoome sur cette zone de peuplier, donc c'est la zone en orange. Donc là, il y a le ruisseau qui passe ici. Il y a à peu près 150 peupliers qui étaient à protéger, donc ça fait quand même pas mal de peupliers à faire. Et la zone de garde-manger, c'est la zone en violette, donc c'est là où les boutures de saules ont été faites. C'était une zone qui s'est prêtée bien parce que là, il y a un barrage de castors qui causait déjà des inondations, donc la zone était déjà humide, donc ils avaient déjà un peu les pieds dans l'eau, donc pour le saule, c'était très bien. Donc les protections qu'on a mis en place, on a mis 3 types différents de protection. Donc le but, c'était quand même que ça soit un minimum efficace. Fallait pas non plus que le maire se retrouve avec beaucoup de peupliers mangés. Donc on a quand même misé sur des choses efficaces. Donc on a repris les fiches de l'OFB qui avaient déjà été faites sur ça. On a fait de la biblio, enfin on a repris l'existant et on s'est dit on va en tester quelques-uns. Donc que ça soit en termes de pose, de maniabilité sur le terrain aussi et de coûts, puisque là, les coûts étaient pris en charge dans les financements, mais après, ça va être à charge des propriétaires des arbres. Donc, il ne faut pas non plus que ça soit exorbitant. Donc, on a eu 3 types de grillages avec différentes tailles de mailles, différentes maniabilités, différentes épaisseurs de fil. Voilà, donc avec différentes caractéristiques. Et on a essayé ça, donc c'est ce qu'on appelle le bidim. En fait, c'est une toile feutrée qui laisse les arbres respirer. Et le cordon en fait qui est autour s'élargit au fur et à mesure de la croissance de l'arbre. Donc comme ça, il n'y a pas de risque pour l'arbre d'étouffer ou de ne pas pouvoir croître en fait. Donc pour l'instant, c'est toujours en suivi, mais des premiers retours qu'on a, c'est que nous, on ne conseille pas du tout le bidim, malgré que ça va très vite à mettre en place et c'est pas cher, mais il se dégrade vite, il tombe, donc il faut repasser régulièrement, le remettre, le raccrocher. Donc ça, c'est vraiment pas efficace. Pour l'instant, nous, ce qu'on a préféré en termes de maniabilité, c'est plutôt un grillage avec des mailles un peu plus larges. Et même en termes de prix aussi, c'était pas mal. Pour l'instant, le castor, depuis que les arbres ont été protégés, il n'a pas attaqué d'autres peupliers. Donc pour l'instant, c'est efficace. Donc ça fait 2 ou 3 ans maintenant qu'on a mis, 2 ans et demi, je pense qu'on a mis l'action en place. Et donc on fait du suivi sur le long terme. Donc je pourrais vous en dire plus quand on aura fini ce suivi. Mais de premier abord, ce serait ce type de grillage que nous, on conseillerait à mettre en place. Et donc on a fait le garde-manger avec le bouturage des saules. Donc on a bouturé une centaine de saules. Donc ça, c'est principalement l'ONF qui s'en est occupé. On les a protégés donc avec des tubes qui ont été très efficaces. Et par une zone engrillagée ici, pour essayer aussi de voir s'il y avait une différence au niveau de la pousse. Ça, on l'a fait, les chantiers de mise en protection des arbres, donc il y en avait quand même beaucoup. On a proposé à une classe du lycée agricole de Mirecourt de venir avec nous faire ce chantier. Donc ils sont venus, donc ils ont mis les mains à la pâte et en échange, on les a formés, on les a sensibilisés sur l'espèce et la prise en compte de l'espèce dans la gestion des milieux naturels. Donc, comme je vous disais, on est toujours en cours de suivi et d'évaluation de ces protections. Là, comme vous voyez sur la photo, les saules ont très bien poussé. Bientôt, les protections vont être enlevées pour que le castor puisse les manger. Et on va refaire une autre zone de bouture, pas très loin de cette zone, pour qu'il y ait un peu un roulement en fait, entre ce qui va manger, ce qui va rester et après. Voilà, j'ai bientôt fini. Et donc, il y a eu aussi une évolution sur le site, c'est qu'entre-temps, les castors ont vraiment beaucoup consolidé certains barrages qui sont au niveau de la peuplerée, ce qui a causé l'inondation de la peuplerée.
Donc on avait réglé un problème et finalement il y a eu une nouvelle menace pour les peupliers puis qui risquaient d'avoir les pieds dans l'eau vraiment toute l'année. Donc l'ONF nous a dit là ça va pas non plus, va falloir trouver une solution à ça aussi. Donc là c'était très récemment, c'était il y a 2-3 mois que ça a été. Donc pour l'instant on est en discussion pour voir les mesures qu'on peut mettre en place. Donc il y a eu de l'écrêtage là qui a été fait sur les barrages, mais comme vous vous doutez le castor va sûrement les reboucher tôt ou tard ou les refaire. Donc on est en discussion pour voir si on peut mettre un siphon ou s'il y aurait d'autres solutions à mettre en place. Voilà. Et la dernière information sur le site, c'est que grâce justement à la consolidation de ces barrages, donc depuis 2-3 ans maintenant, il y a ce qu'on a parlé déjà ce matin, toute une zone humide qui s'est créée. On a vu vraiment un changement dans le milieu. Donc cette année, on a fait une étude qui n'est pas finie encore sur justement inventorier la biodiversité qui est présente sur ce site. Et donc on aura fini là en fin d'année, début d'année prochaine. Voilà. Donc c'est des résultats qu'on pourra échanger entre nous, bien sûr. Et le maire est tellement motivé, il aime vraiment beaucoup ce site, il aime bien les castors aussi. Il a vu qu'on pouvait concilier activité humaine et présence de l'espèce. Donc il a pour projet de créer un observatoire qui sera à destination du grand public pour accueillir des personnes, pour justement observer cette biodiversité qu'on va essayer de mettre en avant, donc sur tous les taxons, et expliquer comment les choses se sont réglées finalement entre les castors et l'homme. Voilà, donc ça, il est en train de chercher des financements puisque c'est des projets qui coûtent cher pour voir comment les mettre en place. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour ces 3 présentations express. Merci d'avoir globalement tenu le rythme quand même. Christophe Angst. Christophe Angst, conseiller Castor Suisse. Juste rajouter 2 choses de notre expérience. Une pour les terriers artificiels. On a pas mal d'expérience avec ça et puis on s'est rendu compte 1 mètre carré, c'est pas assez grand. Donc si on a une grande famille, ils sont obligés à se déplacer et puis ils vont creuser. Donc sur une situation comme là, moi je poserais plutôt une grille dans la berge si c'est vraiment un danger pour la population. Sinon, ils vont creuser partout. Et puis, vous pouvez voir dans le livre que j'ai mis en bas, notre livre qui est sorti l'année passée, des galeries, comment ils creusent, ou comment ils peuvent creuser les castors. 50 mètres dans les berges. Donc, si c'est vraiment un danger, il faut faire gaffe avec ces terriers artificiels et puis de baser la seule protection sur ce terrier. Et puis, l'autre, pour la protection des arbres, on a utilisé ça dans un cas en Suisse. Le forestier, il a protégé des centaines d'arbres. Visiblement, là, il y avait encore de la bouffe parce que chez nous, ils ont écrasé tous. Donc, quand j'ai rencontré la première fois cet endroit, je pensais que quelqu'un avec une tronçonneuse a détruit ces protections, mais non, c'était tous le castor. Tous les arbres étaient coupés par le castor et ils ont écrasé ces plastiques. Donc, vous avez eu la chance, visiblement. Chez nous, ça n'a pas fonctionné. Espérons que ça continue. Merci, oui. Oui, pour revenir à ce... Enfin, je pense que certains nombres d'entre nous ont déjà vu des arbres protégés coupés. Il y en a des très jolis comme ça, j'ai des belles photos si vous voulez. Là, il y a une question qui est la fixation au sol. Parce que si c'est très mal fixé au sol, le castor, il soulève, ça ne lui pose aucun problème. Et puis la réflexion, c'était peut-être d'avoir un grillage qui n'est pas contre l'arbre. Parce que, imaginez-vous, vous mettez le garde-manger à 20 cm du nez. Et le castor, il a envie de manger. Donc, le grillage peut se mettre plus loin, beaucoup plus loin, voire à 1 mètre de l'arbre, un grillage à mouton qui fait le tour comme ça et qui est bien enfoncé dans le sol. Apparemment, c'est le cas, d'après les photos. C'est ce qu'on a fait, en fait. Ça se voyait peut-être pas bien sur les photos. Ouais. Mais on a mis 0 grillage contre l'arbre déjà pour le laisser croître, parce que sinon, ça peut être problématique. Et en effet, parce qu'on sait que le castor peut se dresser sur ses pattes, il peut s'appuyer, il peut... Donc, on a vraiment fait en sorte qu'il puisse le moins atteindre et la fixation au sol. Et la fixation, on a mis des sardines, ouais. Merci.